Un juge raciste inflige une amende à un homme noir, puis apprend qu'il est procureur fédéral. L'atmosphère était tendue lorsque Marcus Hensley entra dans la grandiose salle d'audience, dont les piliers de marbre et les lustres ornés brillaient sous le soleil de midi. Ses chaussures cirées frappèrent le sol poli avec une autorité sourde, chaque pas résonnant faiblement contre les arches imposantes au-dessus de sa tête. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres cintrées, projetant des reflets dorés sur les sculptures complexes qui ornaient les murs, dont les motifs de justice et d'ordre semblaient d'une sérénité presque moqueuse. La grandeur de la pièce était censée inspirer le respect, mais pour Marcus, elle ressemblait davantage à une représentation, une scène grandiose sur laquelle les puissants affichaient leur influence, dissimulée derrière l'illusion de l'impartialité. Il ajusta son costume sombre, ses doigts effleurant le tissu lisse, tandis qu'il resserrait sa cravate, chaque mouvement précis, calculé. Son regard parcourut la galerie bondée, où des rangées de journalistes griffonnaient fiévreusement sur leurs carnets, le visage avide de scandales et de sensations. Les avocats murmuraient en groupe, échangeant des paroles mesurées et des regards soupçonneux, leurs yeux glissant sur lui comme des lames en quête de faiblesse. Des curieux occupèrent les sièges restants, leurs expressions mêlant fascination morbide et intérêt moralisateur. Ce n'était pas un simple tribunal, c'était une arène, et le public était venu pour voir du sang couler. L'affaire très médiatisée d'un certain David Carter, un homme d'affaires local accusé de détournement de fonds d'une ampleur vertigineuse, avait captivé l'attention du public comme une traînée de poudre. Son nom était devenu synonyme de cupidité et de trahison, l'incarnation même de la corruption d'entreprise révélée au grand jour. Pourtant, Marcus savait qu'il valait mieux ne pas se fier aux récits soigneusement ficelés que les médias distribuaient aux masses. Sous les couches de sensationnalisme, une vérité plus sombre mijotait, telle une ombre levée sous la surface de chaque gros titre. Marcus prit place parmi les procureurs, sa posture confiante mais réservée, sa présence imposante mais calme. L'air autour de lui sembla changer, son attention se rétrécissant, tandis que le bourdonnement lointain des voix se transformait en un bruit blanc. De l'autre côté de l'allée était assis l'équipe de défense de David Carter, un groupe d'hommes et de femmes au regard perçant et à la tenue soignée, dont l'allure criait richesse et privilège. Et à leur tête se trouvait Robert Elkins, un homme dont la réputation avait longtemps été entachée par des rumeurs de manipulation et de tactiques contraires à l'éthique. Elkins était connu, non seulement pour ses compétences d'avocat, mais aussi pour sa détermination impitoyable à gagner à tout prix. Ses relations avec l'élite avaient renforcé sa carrière, lui donnant accès à des ressources dont la plupart ne pouvaient que rêver. Son sourire était fin, prédateur, et lorsque son regard se croisa dans celui de Marcus, c'était comme la rencontre de deux loups qui s'évaluaient. Mais sous cette façade soigneusement construite, Marcus percevait quelque chose de plus, une suffisance née non pas de la confiance, mais de la certitude. La certitude que ce procès n'était qu'une formalité. Le juge qui présidait l'affaire était Reginald Thornton, un homme dont le nom à lui seul avait du poids dans les cercles juridiques de la ville. Son influence était considérable, ses préjugés aussi évidents que son arrogance. Le visage sévère de l'homme portait les traits durcis par l'âge, ses cheveux argentés soigneusement peignés sur le côté, comme si la moindre imperfection pouvait être un affront à son autorité. Son regard était froid, sa voix sèche lorsqu'il rouvrit le tribunal, son marteau frappant comme le poing d'un dieu. Marcus avait bien sûr fait ses recherches. La réputation de Thornton, homme sévère et borné, le précédait, ses décisions souvent sévères et impitoyables envers ceux qui n'avaient pas les moyens de soumettre le système à leur volonté. Pourtant, sa réputation n'était pas sans tache. Des rumeurs sur ses affiliations avec de puissants politiciens et des magnats du monde des affaires avaient émergé au fil des ans, des rumeurs de rencontres privées et de faveurs échangées dans des pièces obscures. Mais rien n'avait jamais été prouvé. Cet homme était passé maître dans l'art de dissimuler sa véritable nature derrière un vernis de bienséance et de professionnalisme. Lorsque le procès commença, la salle d'audience vibra au rythme d'une guerre juridique chaotique.
Les arguments s'entrechoquaient comme des épées, le jargon juridique et les subtilités techniques se transformant en armes destinées à semer la confusion et à submerger. Des témoins furent convoqués, leurs témoignages décortiqués et déformés au gré des récits. Les preuves de l'accusation étaient claires, voire accablantes, mais chaque tentative de présentation de leur dossier, Marcus observait Elkins se mouvoir avec la précision d'un chirurgien, ses mots tranchant la vérité avec une efficacité chirurgicale. Les objections surgissaient à une vitesse fulgurante, certaines légitimes, d'autres de simples distractions destinées à perturber le flux des témoignages. Et puis, il y avait Thornton, présidant les débats avec un air d'autorité impatiente. Ses décisions étaient rapides et décisives, le plus souvent en faveur de la défense, son mépris pour les efforts de l'accusation à peine voilé. Plus d'une fois, Marcus se retrouva à serrer les dents lorsque des témoins clés furent écartés sous couvert de formalité, leur crédibilité minée par la moindre imperfection dans leurs déclarations. Des preuves qui auraient dû être indéniables étaient balayées d'un revers de main avec une désinvolture qui confinait au mépris. Le schéma était évident pour quiconque voulait bien le voir, mais la plupart des spectateurs étaient trop captivés par le spectacle pour en remettre en question l'intégrité. Il devenait évident pour Marcus qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de détournement de fonds, mais d'une lutte contre un système corrompu conçu pour protéger les riches et les puissants. Et pourtant, malgré la frustration grandissante qui l'envahissait, il s'efforça de garder son sang-froid. Il ne pouvait se permettre de perdre la concentration, pas face à un enjeu aussi important. Le procès allait se poursuivre, et lui aussi. Marcus connaissait l'adversité, et la nature insidieuse de la corruption lui était familière. Mais cette fois, il la verrait exposée pour ce qu'elle était vraiment, quel qu'en soit le prix. Marcus creusa plus profondément dans les racines de l'affaire, sa frustration augmentant à chaque renvoi. La procédure était devenue une farce, une pièce de théâtre dont l'issue semblait prédéterminée, manipulée par des forces qui se cachaient sous la surface de la civilité. La partialité du juge Thornton était flagrante, ses préjugés palpables dans chaque commentaire sarcastique, chaque regard dédaigneux lancé à l'accusation. Son marteau devint une arme d'autorité, brandie non pas pour la justice, mais pour la répression. La galerie observa le juge Thornton miner les efforts de l'accusation à chaque instant. Les témoins qui auraient pu corroborer les allégations contre David Carter furent réduits au silence avant même d'avoir eu l'occasion de s'exprimer. L'équipe d'Elkins souleva des objections procédurales avec une précision mécanique, chacune formulée avec une suffisance qui exaspéra Marcus. Thornton, comme s'il lisait le même scénario, soutint presque toutes les objections avec un ton de condescendance ennuyée. C'était plus qu'un simple parti pris. C'était une orchestration. Mais Marcus était implacable. Les blessures à son orgueil n'étaient rien comparées à la fureur latente qui le poussait à aller de l'avant. Son esprit bouillonnait de possibilités, son instinct s'aiguisant à chaque obstacle dressé sur son chemin. Si le système cherchait à enterrer la vérité, il la déterrerait lui-même. 2 semaines plus tôt, lors d'une enquête nocturne qu'il avait laissé privé de sommeil et ivre de café, Marcus était tombé sur une information cruciale. Cette découverte provenait d'une dénonciation qui l'avait conduit à un employé subalterne du service des finances de la ville. Le bureau de l'homme était exigu et encombré, empestant le tabac froid et le désespoir. Son regard avait parcouru la pièce, paranoïaque et nerveux, comme si les ombres elles-mêmes étaient des ennemis. L'employé avait hésité, ses mots s'échappant en phrases saccadées et hachées, tandis qu'il remettait les documents qu'il avait obtenus. Des documents qui laissaient entrevoir quelque chose de bien plus vaste qu'un simple détournement de fonds. Ils évoquaient les transactions financières de Carter, liées non seulement à des sociétés écrans et des comptes offshore, mais aussi à plusieurs hauts fonctionnaires dont les noms avaient du poids aux 4 coins de la ville. Des hommes politiques, des chefs de police et même des membres de la commission judiciaire étaient griffonnés sur les pages telle une carte complexe de la corruption. Leurs signatures, leurs transactions et leurs communications
s'entremêlaient dans un ballet de pouvoir et de cupidité. Le réseau de tromperie s'étendait plus loin que Marcus ne l'avait imaginé. Les implications étaient stupéfiantes, et pourtant les preuves restèrent fragiles. Rien de plus que des traces écrites et des accusations à demi-voix. Mais c'était quelque chose, un fil qu'il pouvait tirer. Le greffier avait refusé de témoigner, sa terreur étant évidente alors même qu'il remettait à Marcus les preuves accablantes. Son regard avait affiché le regard vide d'un homme qui avait vu son avenir déjà écrit dans le sang. Et puis, sans prévenir, l'homme disparut. Disparut comme s'il n'avait jamais existé. Lorsque Marcus tenta de le recontacter, ses appels restèrent sans réponse. Son appartement fut retrouvé saccagé, les tiroirs renversés, les papiers éparpillés comme après une tempête. Le propriétaire, pâle et tremblant, murmura qu'il y avait des hommes étranges aperçus dans l'immeuble tard dans la nuit. Marcus pouvait lire la peur gravée sur les traits de l'homme, la façon dont son regard vacillait sans cesse par-dessus son épaule, comme si les murs eux-mêmes pouvaient le trahir. Le téléphone de l'employé fut débranché, sa présence en ligne effacée avec une précision chirurgicale. Cette disparition ne fit que renforcer la détermination de Marcus. Si ses ennemis étaient prêts à aller aussi loin pour réduire au silence un simple employé, alors la vérité qu'il recherchait avait plus de valeur qu'il n'osait l'espérer. Mais cette disparition le rendait également vulnérable, les preuves qu'il avait recueillies étant désormais entachées de suspicion. Et pourtant, il persévéra. Alors que le procès se poursuivait, Marcus s'apprêtait à présenter les rares preuves qui lui restaient, son esprit explorant les stratégies et les imprévus. Mais avant même qu'il puisse exposer ses conclusions, le juge Thornton interrompit les débats avec la subtilité d'un marteau pilon. La voix de l'homme retentit depuis le banc, chargé de dédain, tandis qu'il interrompait la plaidoirie de Marcus. S'il continuait à faire perdre du temps au tribunal avec des accusations sans fondement, le juge l'avertit. Il serait déclaré coupable d'outrage. Le marteau s'abattit avec une force inutile, le coup sec résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu. Marcus sentait les regards de la galerie braqués sur lui, les jugements murmurés des journalistes, les sourires moqueurs d'Elkins et de son entourage. Il était clair que les efforts de Marcus étaient délibérément étouffés, ses tentatives de découvrir la vérité écrasées sous le poids de l'autorité et de l'influence. Mais l'hostilité ne faisait qu'alimenter sa détermination. Si la loi était corrompue, il détruirait ses hypocrisies et exposerait la pourriture qui couvait sous son vernis poli. Puis vint le moment de l'humiliation. Au cours d'une dispute procédurale, une infraction mineure exagérément aggravée par les paroles mielleuses d'Elkins et l'approbation trop complaisante de Thornton, Marcus se vit infliger une amende pour outrage au tribunal. Les paroles du juge étaient teintées de venin, son ton condescendant tandis qu'il réprimandait Marcus devant toute la salle d'audience. Sa réprimande était une mise en scène, une tentative calculée d'humilier Marcus sous les yeux rivés sur la ville. « Peut-être devriez-vous apprendre à respecter l'autorité, monsieur Hensley. Les gens comme vous semblent se croire au-dessus des lois. » Ces mots s'infiltrèrent dans l'air comme un poison destiné à blesser et à rabaisser. Mais Marcus vit le regard du juge. C'était plus que de l'arrogance. C'était de la peur, une lueur de panique enfouie sous le dédain. Et la peur était quelque chose que Marcus pouvait exploiter. Là où il y avait de la peur, il y avait de l'influence. Ses adversaires avaient dévoilé leur jeu, leur désespoir trahi par l'agressivité même qu'ils exercèrent contre lui. L'autorité de façade ne pouvait tout masquer. Et maintenant, plus que jamais, Marcus était déterminé à arracher ce masque, même s'il fallait pour cela exposer la vérité sous un jour des plus crus. Le procès se poursuivait, une lutte d'endurance épuisante qui s'étendit sur des semaines d'audience âprement disputées et de menaces voilées, déguisées en décisions judiciaires. Marcus attendait son heure, sa frustration grandissante, mais sa détermination inébranlable. La corruption était profonde, ses racines profondément ancrées dans les institutions même censées protéger la justice. Mais Marcus avait appris à naviguer dans l'ombre, sa persévérance affinée par des années de lutte contre la corruption que d'autres préféraient ignorer. Chaque soir,
Une fois la salle d'audience vide, il se penchait sur les documents à la faible lueur de sa lampe de bureau, le paysage nocturne de la ville s'étendant au-delà des fenêtres, tel un réseau de lumière enchevêtrée. Les preuves qu'il avait rassemblées jusqu'alors dressaient un tableau accablant de complot et de trafic d'influence. Mais il lui fallait plus. Des pièces du puzzle restaient éparpillées, des fragments de vérité enfouis sous des couches de tromperie et d'intimidation. Il a donc creusé plus profondément. Grâce à des informations anonymes transmises par des informateurs paranoïaques, à des messages cryptés envoyés depuis les recoins les plus secrets d'Internet et à des réunions secrètes organisées dans les arrière-salles miteuses de bars où il était plus facile d'acheter des yeux et des oreilles, Marcus a exhumé des preuves de manipulation politique, de transactions commerciales douteuses et même de témoignages falsifiés. Chaque découverte était un coup porté à la forteresse de la corruption, mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Les noms qui émergeaient de son enquête avaient du poids, des figures d'autorité dont les signatures ornaient des contrats facilitant des transferts financiers destinés à blanchir les avoirs volés à Carter, des politiciens qui avaient fait campagne sur des programmes d'intégrité tandis que leurs poches se gonflaient d'argent sale, des magnats des affaires qui échangeaient des faveurs comme de la monnaie, leur influence s'infiltrant dans tous les aspects de la gouvernance de la ville. Et puis il y avait le juge Thornton, dont l'impartialité n'avait été qu'une ruse, son pouvoir un bouclier brandi au nom de ceux qui se croyaient intouchables. Marcus gardait ses conclusions secrètes, sa paranoïa une compagne constante. Plus il approfondissait les choses, plus il était convaincu que ceux qui tiraient les ficelles ne reculeraient devant rien pour protéger leurs intérêts. Mais la peur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Sa détermination s'était depuis longtemps durcie, devenue une arme plus froide et plus acérée, une arme forgée par le désespoir et la quête incessante de la vérité. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut un contre-interrogatoire particulièrement éprouvant, l'une des nombreuses tentatives d'Elkins pour discréditer les témoins de l'accusation. Les propos de l'avocat de la défense étaient polissés et venimeux, ses gestes exagérés pour le bénéfice de la galerie. Mais Marcus n'était plus concentré sur la théâtralité d'Elkins. Son attention se portait sur la façon dont le regard du juge Thornton ne cessait de se déplacer, la tension subtile gravée dans la mâchoire serrée de l'homme. C'est alors que Marcus prit sa décision. L'heure de la prudence était révolue. Le lendemain matin, la salle d'audience était remplie des suspects habituels. Les journalistes perchaient au bord de leur siège, leurs stylos et leurs appareils photo prêts à immortaliser le spectacle qui allait se dérouler. Elkins était assise à sa table, l'air satisfait et impatient, tandis que Carter était assis à côté de lui, le visage pâle mais calme. Et le juge Thornton présidait l'audience, ses doigts tambourinant avec impatience sur la surface polie de son bureau. Marcus se leva, d'un geste réfléchi, le regard fixé sur l'homme assis derrière le banc. Sa voix résonna dans la salle d'audience, chaque mot étant clair et inflexible comme du fer. Il se présenta non pas comme le procureur qu'ils supposaient tous, mais comme un procureur fédéral envoyé pour enquêter non seulement sur David Carter, mais sur toute la conspiration entourant son affaire. La révélation frappa la salle comme un coup de tonnerre. La salle d'audience se tut, l'air lourd de choc et de malaise. Les journalistes échangèrent des regards frénétiques, leurs stylos griffonnant furieusement pour saisir le bouleversement du récit. Même l'assurance polie d'Elkins vacilla, sa posture se raidissant lorsqu'il réalisa la gravité de ce qui venait d'être dévoilé. Mais c'est la réaction du juge Thornton qui retint l'attention de Marcus. Le visage de l'homme prit une pâleur maladive, son sang-froid se brisant sous le poids de la révélation. Il avait commis l'erreur fatale de croire que Marcus n'était qu'un avocat de quartier parmi tant d'autres, qu'il pouvait facilement intimider et réduire au silence. Mais Marcus était loin d'être l'idéaliste naïf que Thornton avait imaginé. La voix de Marcus brisa le silence. Ces mots, une lame maniée avec une intention précise et impitoyable. La loi dépasse votre influence, votre honneur, et vous pensez peut-être que votre pouvoir s'étend au-delà de cette salle d'audience,
mais je vous assure que sa portée est encore plus vaste. » Son regard plongea dans celui du juge, refusant de céder d'un pouce. L'auditoire murmura, son attention désormais captivée par le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Les mots de Marcus n'étaient ni criés, ni prononcés avec l'hilarité d'un homme désespéré. Ils étaient prononcés avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait déjà dénoncé les mensonges et présentait maintenant la vérité à tous. La panique du juge Thornton était presque palpable, ses mains tremblant légèrement en agrippant les bords de son bureau. Son regard allait et venait entre Marcus et les preuves disposées devant lui, une série de dossiers soigneusement empilés sur la table de l'accusation. Sa bouche s'ouvrit comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Marcus procéda avec une précision calme, présentant ses preuves pièce par pièce. Des documents impliquant de hauts fonctionnaires dans des stratagèmes visant à blanchir les biens mal acquis de Carter. Des transcriptions de conversations laissant entrevoir des accords secrets conclus dans l'ombre. Des relevés financiers attestant de sommes d'argent versées sur des comptes destinés à disparaître sans laisser de traces. Et, pire encore, des preuves de témoins menacés ou soudoyés pour falsifier leurs témoignages. Les noms de ceux qui avaient tenté d'influencer l'affaire furent dévoilés au grand jour, leur implication n'étant plus dissimulée sous le vernis poli de la respectabilité. Chaque accusation était étayée par les preuves que Marcus avait minutieusement compilées, chaque révélation délivrée avec la force d'un marteau-pilon. Quand il eut terminé, la salle était un tourbillon de murmures et de regards errants. Les journalistes étaient en frénésie, leurs stylos griffonnant avec une faim renouvelée. Elkins avait perdu son sang-froid, son expression exprimant désormais une rage à peine dissimulée. Et le juge Thornton, son visage était un masque de terreur, son pouvoir s'effondrant devant l'implacable vérité que Marcus avait révélée. Marcus resta debout, la posture inflexible, tandis que le poids de ses révélations pesait sur la salle d'audience. Pour la première fois depuis le début du procès, il ressentit autre chose que de la frustration. C'était une satisfaction froide et féroce. Et pourtant, au fond, le combat était loin d'être terminé. Ses ennemis avaient été démasqués, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Les conséquences des révélations de Marcus furent rapides et impitoyables. Les médias envahirent le palais de justice tels des vautours encerclant une proie fraîche, leurs appareils photos s'illuminant et leurs micros pointés vers l'avant pour immortaliser la chute spectaculaire de certaines des personnalités les plus puissantes de la ville. Les médias ne perdirent pas de temps à placarder le visage du juge Thornton sur tous les écrans, son image autrefois imposante devenant désormais un symbole de corruption révélé au grand jour. Il fut destitué de force, dans l'attente d'une enquête fédérale, sa carrière et sa réputation s'effondrant sous le poids des révélations de Marcus. Mais Marcus n'était pas naïf au point de croire que la bataille était gagnée. Il avait exposé les failles du système, mais les failles s'étendaient bien au-delà d'une simple salle d'audience. Pour chaque fonctionnaire corrompu renversé, un autre prendrait sans aucun doute sa place, nourri de la même cupidité et de la même arrogance qui avait souillé la justice de la ville pendant des années. Le travail était loin d'être terminé, et la véritable guerre ne faisait que commencer. Alors qu'il sortait du tribunal dans la lumière crue du jour, son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Le message était bref, mais la menace était sans équivoque. « Vous vous êtes fait de puissants ennemis. Surveillez vos arrières. » Le regard de Marcus balaya la foule de journalistes et d'avocats qui se dispersaient, leur attention déjà portée sur le prochain scandale. Son expression restait indéchiffrable, son regard dur, empreint d'une détermination farouche. L'avertissement ne l'ébranla pas. Il ne fit que renforcer sa détermination, car face à chaque ombre qui se dressait contre lui, Marcus était prêt à l'affronter de front.